des polars bien cosy et du feel good. Voilà ce dont on va parler dans cet épisode avec un petit reste de Noël, avec quelques livres de Noël encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast lecture. Ça faisait un petit moment. Il y a eu beaucoup de vlogmas sur ma chaîne et puis il y a eu toutes les vidéos de bilan de fin d'année, puis d'envie de début d'année, etc., etc. Et voilà, on retrouve les podcasts lecture. Et comme j'ai lu en décembre et début janvier, eh bien on va avoir des livres de Noël que je vais mettre petit à petit dans les prochains épisodes de podcast. Donc voilà, là il y en a 2, j'en ai encore d'autres, j'en mettrai peut-être 2 par épisode, voilà, histoire de ne pas faire un épisode 100% Noël au mois de janvier, mais j'ai quand même envie de vous parler de ces lectures-là, ce qui peut vous permettre de commencer votre wishlist pour décembre prochain ou même avant, tout dépend quand est-ce que vous commencez les livres de Noël, mais j'ai vraiment envie de vous en parler parce qu'il y en a vraiment des bons, et là notamment il y en a un qui était très très bon. Donc aujourd'hui nous allons parler de ces livres-là. On va parler de Un merci de trop de Karen Ponte, livre audio excellent. On va parler de celui-ci, Un assassin parmi nous de Shari Lapna. Nous allons également parler de ce Cozy Mystery d'Amish Macbeth, à la couverture pas du tout de saison, et puis 2 livres de Noël avec le fameux livre Un cœur pour Noël de Sophie Jomain qui était une romance de l'Avent. Je vous rappellerai le principe et tout. Et puis Meurtre à Balmoral de Chris McGeorge, qui est peut-être bien mon livre préféré parmi tous ceux dont je vais vous parler. Et je commence avec Les Flèches de Cupidon d'Amish Macbeth. Il s'agit du tome 8, l'histoire se passe en été, donc la couverture n'est pas de saison, mais le livre n'est pas de saison non plus. C'est un livre qui m'a été offert par Isabelle de Isabelle Lecture le 12 octobre. Merci Isabelle, encore une fois, parce que je suis très très gâtée. On est dans un huis clos et en fait les Amish Macbeth se transforme au fur et à mesure en roman policier un peu classique, assez proche d'Agatha Christie, dans une ambiance cosy, donc on est vraiment sur un cozy mystery, ok, mais la partie mystery n'est pas oubliée, contrairement à la plupart des cozy mystery où la partie cosy est hyper bien travaillée, on a des petits gâteaux, on a du thé, et la partie mystery c'est juste on met un mort quelque part, le personnage principal, souvent une femme, se met en danger, vraiment on a peur pour elle dans les 50 dernières pages, parce que elle sait qui est le meurtrier, et du coup elle va le voir directement toute seule, dans un endroit noir, isolée, elle se met en danger, et en fait, bah oui, c'était bien cette personne-là, voilà, donc c'est la partie mystery, elle est souvent sur le même schéma, et en fait c'est même le schéma des Agatha Raisin, écrit également par M.C. Beaton. M.C. Beaton a écrit énormément de livres, d'ailleurs M.C. Beaton est un pseudonyme d'une autrice qui avait déjà écrit beaucoup de livres et écrit des livres sous plein d'autres pseudonymes, c'est assez dingue le rendement qu'elle avait. Alors certes, on est sur des livres qui sont pas très épais, on est souvent sur du moins de 300 pages avec les Amish Macbeth, mais moi je suis admirative du travail fait, et puis ça fonctionne, et puis faut pas oublier que Agatha Raisin a été la première série de Cozy Mystery en France, et du coup elle est arrivée en France, et derrière ça a créé plein d'autres séries, etc., alors que c'est une ancienne série, puisque les premiers Agatha Raisin datent des débuts 90, si je me trompe pas. Amish Macbeth, c'est une série qui a commencé avant Agatha Raisin. Je crois que le premier tome a été écrit en 85. L'année m'a assez marquée. Et donc, eh bien, on continue à découvrir Amish Macbeth et tout, mais Amish Macbeth, en fait, la série existait avant celle d'Agatha Raisin, et on a un côté davantage Agatha Christie, alors au niveau de l'ambiance, pas au niveau non plus du dénouement, hein, on n'est pas sur un dénouement de folie, mais on est quand même sur des dénouements qui sont meilleurs et plus travaillés que les Cozy Mystery classique. Donc je trouve que les Amish Macbeth se dirigent vraiment vers la partie roman policier en se détachant un petit peu de la partie cozy mystery. L'ambiance cozy, on va la retrouver, mais sur une ambiance
plutôt réconfortante de roman policier classique. Un huis clos, une grande maison, une famille, etc. Alors là, on n'est pas sur une famille, mais on est sur une grande maison. Et en l'occurrence, on va avoir plusieurs personnages qui vont se rencontrer. C'est tout à fait, le mot, puisque ils vont partir dans un voyage organisé. En fait, on a eh bien une agence de rencontres qui organise ce voyage, et celle qui gère ça s'est amusée en fait à réunir les couples qu'elle aimerait mettre ensemble. Donc elle a réuni 8 personnages en se disant bah tiens ça pourrait faire tel couple, et puis en fait très vite ça se passe pas comme ça. Alors non seulement ça se passe pas comme ça, mais en plus elle gère son agence de rencontres pas toute seule. Elle a une associée qui est pas très agréable, qu'elle avait un peu exclu, enfin mais bon c'est un peu compliqué, et en fait cette associée meurt. Alors elle meurt pas tout de suite dans le livre, hein, ça va arriver après, et donc eh bien va y avoir une enquête et tout à laquelle Hamish va être mêlé, parce qu'en fait Priscilla, qui est l'amie d'Hamish Macbeth qu'on a rencontré dès le tome 1, eh bien va être mêlée à ce voyage, puisque c'est elle qui va accueillir tout ça, et puis eh bien on va petit à petit avancer comme ça dans l'enquête en retrouvant les personnages qu'on aime bien, avec toujours notre Hamish qui a un flair en fait, un bon flair. Alors quand on dit un flair, on a l'impression que c'est un don tombé du ciel, et que non, c'est pas tout à fait ça, c'est qu'en fait ça tourne bien et il déduit bien, et il peut se fier à ses raisonnements, et donc derrière bah, il va réussir à bien gratter et à trouver la solution, ce qui agace énormément son supérieur, mais au-delà de son supérieur hiérarchique, eh bien il y a une certaine reconnaissance en fait, et du coup Hamish est toujours tiraillé, enfin non, il n'est pas tiraillé, pour lui c'est assez clair, mais on vient souvent le titiller sur son manque d'ambition en fait, en lui disant mais en fait avec les capacités que tu as, tu pourrais largement faire autre chose, etc. Mais lui il est attaché à son confort, voilà, il y a un côté où il n'a pas envie de trop en faire. En même temps, quand il y a une enquête, il y va avec plaisir. Il a envie plutôt de tranquillité, et dans un village où il est connu, et donc il y a un côté un peu réconfortant, apaisant, même si c'est un village où bon, il rencontre quand même beaucoup de meurtres, hein, mais voilà. Donc en tout cas, ça reste une série que j'aime beaucoup. C'est pas mon tome préféré, mais j'aime beaucoup l'évolution qu'on est en train de prendre en fait. Les Agatha Raisin, j'en suis au tome 28-29, ça fait longtemps que j'ai pas repris, il faudrait vraiment que je reprenne, mais on est parti sur autre chose en fait, vraiment sur autre chose là, et c'était intéressant parce qu'en fait l'autrice a tout à fait réussi à se renouveler dans ses différentes séries. Mais là, j'aime beaucoup la tournure que ça prend, et donc j'ai très hâte de lire le tome suivant. Je l'ai lu dans le cadre de la battle que j'organise avec les éditions Albin Michel et avec Eurostar. Eurostar parce qu'il y aura un très beau cadeau. En fait, si vous participez à cette battle, il y a un très beau cadeau. Il y aura un tirage au sort à la fin et tout ça. Et donc, comme je vous le répète à chaque fois, je souhaitais eh bien alterner en fait, lire un tome d'Hamish, puis un tome d'Agatha, un tome d'Hamish, etc. En alternant chaque mois. Et au final, eh ben, je suis restée bloquée à Hamish, j'arrive pas à en sortir parce que moi qui aime les romans policiers, classiques avec Agatha Christie et tout, et j'aime aussi les Cozy Mystery, mais en fait, je m'y retrouve, je retrouve des choses que j'aime beaucoup dans cette série-là. Voilà, donc je vais la continuer. Je vais continuer avec Un assassin parmi nous de Shari Lapna chez Pocket. Voilà, moi je cachais le petit logo, il est ici. C'est une autrice canadienne, du coup j'ai pu le lire dans le cadre du challenge que j'organise Polar autour du monde. À croire que j'organise 50 challenges. Est-ce que je vous parlais de la battle juste avant? Alors, j'en avais beaucoup entendu parler, j'avais donc bien hâte de le lire. C'est le deuxième livre que je lis de cette autrice. J'avais lu Le couple d'à côté il n'y a pas très longtemps. Il doit être pas loin, j'imagine. Ouais, pas loin, façon de parler. Oui, je vois Lexi Lepsker. Oui, c'est ça, Le couple d'à côté, je le vois à côté. Donc, j'avais hâte de le lire. Alors,
On est sur une bonne ambiance Agatha Christie, on est sur une bonne ambiance cosy, ce qui va rejoindre le livre dont je vous parlais avant, puisqu'on est sur... alors là, certes, c'est plutôt cosy mystery, mais on trouve des choses des enquêtes classiques en fait, et là on trouve aussi des choses des enquêtes classiques, et ce sera aussi le cas ici. Voilà, donc 3 livres vraiment enquête policière avec un côté cosy, un côté réconfortant, et ce que je vais appeler côté cosy, côté réconfortant, c'est le côté roman policier de base, avec huis clos, avec ambiance grande maison ou autre, hein, parce que c'est vrai que dans le Amish c'était pas une grande maison, mais voilà, ce côté-là, donc on retrouve tout ça avec une forte influence Agatha Christie, ce qui est le cas avec Hamish Macbeth, ce qui est le cas avec Meurtre à Balmoral. Donc voilà, c'est vraiment, forcément on est dans des choses que j'aime, et on peut même aller plus loin et trouver que ce livre ressemble à Ils étaient 10 d'Agatha Christie, sans le dénouement incroyable de celui qu'on trouve dans Agatha Christie. Et c'est là où c'est pas évident, parce que on se retrouve avec des personnes qui vont passer un peu de temps dans un grand hôtel très chouette. Voilà, moi j'imagine le côté un peu ancien, parce que je suis partie très vite dans un côté Agatha Christie, mais voilà. Donc des gens qui se dirigent ensemble vers cet hôtel, qui vont y séjourner. Ils ne se connaissent pas. Alors il y en a qui viennent en couple, etc. Mais en tout cas les couples ou les personnages entre eux, les clients ne se connaissent pas. Ils vont apprendre à se connaître. Voilà. Et on va commencer à avoir un mort, et puis pas que un. Et donc, on n'est quand même pas au point de Ils étaient 10, enfin, vous verrez, hein, si vous n'avez pas lu. Mais on peut penser à ça, et donc assez vite, j'y peux rien, je suis partie sur ce dénouement en fait. Et c'est là où c'est dangereux, parce que le dénouement d'Agatha Christie, il est extra, il est génial, il est vraiment, c'est pour ça que c'est l'un de mes Agatha Christie préférés. On le retient, tout comme on retient le dénouement du Crime de l'Orient Express, tout comme on retient le dénouement du Meurtre de Roger Ackroyd. Il y a des Agatha Christie comme ça qui marquent, parce que elle arrive à aller plus loin que ce que notre cerveau nous permet d'aller. Et dans un premier temps, mais voilà, après second, c'est acquis, et elle ouvre nos limites en fait. Et donc, quand on se retrouve dans un roman policier dont l'intrigue peut un peu faire penser à l'un de ces 3 livres-là, je vais penser à ces dénouements-là. Mais en fait, le problème, c'est que c'est des dénouements qui ne peuvent pas être repris, sinon c'est un plagiat. Donc là, si on se retrouve avec un livre avec une bonne ambiance, Ils étaient 10, et que le dénouement est identique, c'est pas possible, c'est une copie. Donc... compliqué, parce qu'on a un dénouement extraordinaire, on est sur une histoire qui se dirige vers le même type. Si le dénouement ressemble au dénouement extraordinaire, c'est une copie. Si le dénouement est différent, il y a de grandes chances, 99,9% de chances que ce soit moins bien que le dénouement d'Ils étaient 10. Et donc, en fait, que ce soit le même dénouement ou que ce soit un autre dénouement, il y a de grandes chances qu'on soit déçu. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Alors certainement compliqué quand on est fan d'Agatha Christie comme moi, mais du coup c'est compliqué. Alors au final, oui, le dénouement il est en dessous, il est pas si mal. Voilà, il est pas si mal, en plus il y a plusieurs trucs, mais bon, il y a une grosse partie que j'avais devinée, non pas que ce soit semblable à je ne sais quoi, mais voilà, il y a des choses quand même qu'on devine, il y a des choses qui sont laissées en attente, et on sent que c'est laissé en attente, donc... tant que c'est pas résolu, voilà, donc bon, il y a des choses, vraiment pas mal de choses qui se devinent. Après, à côté de ça, le rythme, il est vraiment prenant, on est sur un thriller, l'ambiance, elle est top, on se méfie de tout le monde, enfin, l'écriture et tout, enfin, l'écriture, l'ambiance, l'intrigue, tout ça, c'est très bon. C'est juste ce côté où pour moi c'est difficile de me détacher vraiment d'Agatha Christie. Petite chose aussi, les personnages donc arrivent au fur et à mesure dans l'hôtel, ils arrivent très vite. Très très vite. Alors il faut que je regarde, est-ce que en peu de temps je peux réussir à vous montrer? Oui, donc la page 9, donc sur les 2 premières pages, on a 2 personnages. Alors ça fait 1, 2, 3, 4. Donc sur les 4 premières pages, on a 2 personnages. Ensuite, sur la 5e page, il y en a 2 autres qui arrivent.
Et puis, il reste un petit peu de temps, il reste 3 pages, puis ensuite on a à nouveau 2 personnages qui arrivent. Enfin, voilà, le rythme il est assez soutenu. Maintenant, je prends des notes sur les personnages lorsque je lis une histoire. Ça paraît bizarre, ça paraît... Mais moi, j'ai une mémoire qui fonctionne très bien quand j'écris, en fait. J'écris quelque chose et après, ça y est, c'est mémorisé, comme quand j'étais étudiante, j'écrivais mes théorèmes, mes définitions, mes propriétés, et hop, du coup, voilà, ça rentrait. Donc, ça me permet de mieux mémoriser, parce que quand il y en a beaucoup, c'est pas évident, et je lis quand même beaucoup. J'enchaîne les lectures, et ça m'aide. Voilà. Ça m'aide à avoir quelque chose, à avoir une lecture plus fluide, et à ne rien zapper. Et puis, pour terminer, je vous rappelle juste que c'est un livre que j'ai dans mon calendrier de l'Avent. Je vous l'avais pas dit en introduction, c'était mon livre du 9 décembre. Voilà. En tout cas, bonne ambiance et tout, mais je vous dis peut-être un peu trop proche d'Agatha Christie, et en même temps, elle a voulu s'en détacher, mais justement, c'était pas bien de s'en détacher, mais si elle s'en détachait pas, ça allait pas. Donc, gros piège en fait, gros piège d'aller vers du Agatha Christie, c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà, mais il ne reste pas moi un super bon livre et tout ça. C'est moi qui suis un petit peu exigeante et on vient titiller mon autrice préférée, donc compliqué. Voilà, mais je vous le conseille, Un assassin par mille. Je continue avec un Merci de trop. Ah là là, ce livre il m'a accompagnée quand j'étais dans de gros bouchons en voiture. Oh là là, c'était très très bien. De toute façon, les livres de Karen Pond, c'est ça. Hein. Pour moi, ça a marqué mes trajets de l'année 2023. Vraiment, moi, je passe des bons moments. C'est des livres dans lesquels on arrive à être bien concentré. Alors, ça veut pas dire que ce sont des livres légers, ça veut pas dire que c'est pas bien écrit. Au contraire, c'est extrêmement bien écrit. Les émotions passent, les caractéristiques des personnages sont hyper justes en fait. Quand on a un personnage qui est comme ci, comme ça, il réagit vraiment en fonction de ça. Enfin, enfin, j'ai été très touchée par beaucoup de personnages ou des passages, des choses qui me sont arrivées et que Karen Pond décrivait très bien, alors que j'ai su par la suite que ça ne lui était jamais arrivé. Enfin, voilà. Pour moi, c'est vraiment une autrice que j'ai redécouverte sur la fin de l'année 2022 et sur l'ensemble de l'année 2023, et je suis conquise, j'aime beaucoup. Là, du coup, Un Merci de trop, il me semble que ça fait partie de ses premiers livres. Est-ce que j'ai une information qui peut vous... Oui, 2016. 2016. Donc, oui, c'est ça, 2016. Ce sont des livres dans lesquels on est bien et en audio, comme je vous dis, ça passe vraiment très bien. Et là, en l'occurrence, on suit Juliette. Et Juliette, elle a toujours été bien comme il faut. Elle a toujours suivi le cadre. Elle voulait faire... je sais plus quel sport quand elle était plus jeune, sa maman lui a dit non, tu feras plutôt ça. Elle dit d'accord, je vais faire plutôt ça. Elle est toujours conciliante, arrangeante et tout, elle fait tout comme on veut qu'elle fasse, donc du coup il lui arrive pas grand chose de génial, c'est-à-dire qu'au travail c'est pas elle qui va avoir une promotion, etc. Elle va rester dans le cadre, elle va, voilà, elle va chercher à pas trop embêter et tout ça. Mais à un moment donné, elle en a marre, en fait. Elle en a marre, parce que notamment au travail, il y a des choses qui se passent qui l'agacent, qui sont pas justes, et ça la titille, et ça la titille. Et au bout d'un moment, ça la titille tellement que elle explose, elle se libère, et une fois qu'elle se libère, ça se passe pas forcément très bien parce qu'elle va très loin. Elle avait tellement en elle, en fait, tellement que au lieu de dire au fur et à mesure, là tu vas trop loin, tu m'agaces, c'est pas juste ce que tu es en train de faire et tout ça, et ben elle a gardé ça, puis à un moment donné, ça explose, et donc ça part un peu n'importe comment. Et on pourrait se dire, c'est bien, elle a forcé son caractère pour obtenir enfin ce qu'elle mérite. Elle a fait un effort, c'est pas évident, mais elle en avait besoin parce que elle était en désaccord entre son caractère et ses besoins. Enfin, donc elle a forcé tout ça, et c'est bien en fait, c'est bien. Enfin, ça lui a demandé un effort, cet effort devrait être récompensé. Voilà. Et c'est pas le cas. Son effort, il est pas récompensé. Son effort, il est... comment dire, on a l'impression que elle a commencé à faire tomber un château de cartes, en fait. Elle a commencé à pousser les premières cartes, ou un domino, vous voyez, tous les dominos comme ça, mais elle a commencé à pousser le premier domino, et après, tout s'écroule dans sa vie. Et ça part, mais n'importe comment, mais c'est à mourir de rire, il se passe vraiment tout. Voilà.
Il se passe tout. Elle n'a pas fait les choses à moitié. Hein. Elle se retrouve dans des situations. Et à chaque fois, on pourrait se dire, ah la vache, quelle situation. Bon, allez, là, c'est bon, ça pourrait se calmer. Et non, en fait, il y a un petit truc, un malheureux hasard qui fait que ça se passe pas bien. Et hop, et voilà, et voilà. Bon, c'est pas si catastrophique. Est-ce que c'est crédible ou pas? Je me suis pas posé la question parce que j'ai trouvé l'histoire rigolote et tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment éclaté de rire à certains moments. C'était frais, c'était agréable. Et je vous dis, dans les bouchons parisiens, ça faisait du bien, ça faisait du bien. Et en même temps, c'est pas que un livre humoristique du tout, hein, mais c'est qu'il y a des scènes qui sont vraiment à mourir de rire. Et à côté de ça, eh bien, on comprend Juliette, en fait, on comprend ce qu'elle ressent, on comprend ses réactions, enfin, voilà, extrêmement bien écrit, personnage vraiment attachant, je vous le conseille. Alors, il est très court, là, en format papier, il fait 230 et quelques pages, en format audio, ça s'écoute très vite, en une journée de bouchon parisien, c'est fait. mais vraiment très très chouette. Je continue avec Meurtre à Balmoral de Chris McGeorge, chez l'Archipel, et c'était une sacrée chouette surprise. En fait, j'ai commencé ce livre et j'avais vu quelques avis négatifs, donc j'y suis allée pas forcément très gaiement. Et j'ai commencé le livre, je l'ai commencé, et puis on a une petite note généalogique qui nous explique que, en 1936, il y a le roi Édouard VIII qui avait annoncé son intention d'épouser une jeune divorcée américaine. Si vous suivez un peu la famille royale, vous en avez déjà entendu parler, ou si vous avez lu son espionne royale, voilà, bon, c'est quelque chose qu'on sait, etc. Et alors, moi, je regarde pas la télé, je regarde pas les séries, mais j'imagine que dans The Crown, ça doit être évoqué aussi. Et donc, donc il y a eu ce côté où Édouard VIII a abdiqué, et donc après c'est comme ça qu'il y a eu la reine Elisabeth, enfin, et son père et son fils du coup, enfin voilà. Donc tout ça c'est l'histoire royale britannique. Je suis pas du tout une experte, je connais la base et tout, donc voilà. Et bien là, en fait, ce qu'il est en train de nous expliquer, notre Chris McGeorge, c'est que, imaginons qu'il ait voulu suivre la route tracée, et donc il ne va pas vers sa jeune divorcée américaine, mais il va plutôt se marier avec la personne qui était destinée pour lui, etc., etc. Et donc on imagine une autre version de l'histoire, et du coup ce livre se passe avec cette version de l'histoire-là. On est en 2020, je sais plus. Il n'y a pas la date. Il n'y a plus la date. 2022. C'est là. 25 décembre 2022. Et donc, on se retrouve avec les descendants de cette branche fictive. On a son Altesse Royale qui a 85 ans. C'est Geoffrey Windsor. On a la Princesse Royale, Marjorie Windsor, Neuberber. Ils se sont mariés, mais il y a pas un immense amour, et puis voilà, on a plein de personnages comme ça, et en fait, si je vous dis tout ça, c'est parce que juste après cette petite mise en situation, cette petite explication de quel est le contexte de l'histoire, on a la liste des personnages avec un petit blabla, c'est bien fait, moi j'ai lu toute cette partie-là, et ensuite on a un prologue assez... qui est bien, voilà, on nous explique que le roi Geoffrey, il adore porter un toast le soir, et en fait, ce prologue se termine en nous disant « Le roi Geoffrey est mort, ce qui n'a rien de surprenant puisque j'ai versé du poison dans son whisky. Maintenant, il ne me reste plus qu'à me tirer d'affaire. » Et ensuite, l'histoire commence. Donc, juste en quelques petites pages, moi, ça m'a tout de suite attirée dans l'histoire parce que j'ai trouvé ça original, ça m'a titillé ma curiosité. Et ensuite, quand on commence l'histoire, on réintroduit les personnages sans considérer que comme il y avait une liste des personnages, on les connaissait par cœur. Et je remercie l'auteur parce que ça m'est déjà arrivé de tomber sur des livres où il y a des listes de personnages, où l'auteur considère que c'est bon, il y a la liste des personnages, on les a lus, on les connaît par cœur, et bien c'est bon. Dès la première page, on peut parler de 10 personnages différents. Non, non, parce que là on est perdu. Donc il les introduit comme s'il n'y avait pas de liste des personnages, mais en fait il y en a une. Donc ça permet vraiment de nous guider et de nous attraper dans l'histoire. Donc ensuite, on arrive dans cette histoire, etc. En fait, l'histoire, le personnage un petit peu principal, c'est le chef cuisinier, Jonathan, très proche de la famille royale. C'est pas quelqu'un de dynamique ou
quelqu'un de plutôt posé, de très fidèle, voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, et c'est lui qui va être un peu forcé de mener l'enquête, et en fait on se retrouve bien avant ce discours, donc on sait vers quoi on va se diriger, on sait que ce roi Jeffrey va mourir, mais on voit du coup toute l'avancée et tout ça. Donc comme je vous dis, première partie plutôt bien faite, ensuite le début c'est pas mal. Autour de la page 100, genre de 70 à 130, il y a eu pour moi un petit moment de... un petit moment de mou, une petite coupure de rythme, qui est peut-être liée aussi à moi, hein. Peut-être qu'à ce moment-là j'étais moins disponible, j'en sais rien, et puis après, ça reprend, et donc là on se retrouve avec un bon rythme et tout ça. Donc voilà, j'ai bien aimé. L'écriture en plus elle est hyper chouette. J'aurais du mal à vous expliquer pourquoi, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit tout en restant très fluide, et j'ai bien apprécié l'écriture en fait, vraiment. Et puis on a ce côté huis clos avec une bonne ambiance cosy, puis une ambiance royale. Donc bien sûr beaucoup ont intérêt à faire mourir le roi, parce que derrière, eh bien on voit qui pourrait être le roi à la place du roi, ou voilà. Donc tout ça c'est assez intéressant. Donc moi j'ai trouvé très bon, mis à part ce petit moment de rythme, mais vraiment pour moi, enfin c'est un excellent Cozy Mystery, avec oui cette ambiance de Noël, puisque ça se passe le 25 décembre, mais même en dehors de Noël, il pourrait se lire. Voilà. Donc je craignais ce côté peut-être un peu trop commercial, entre guillemets, un Cozy Mystery avec une ambiance royale et puis une ambiance de Noël. Ça faisait beaucoup. Je craignais un peu parce que j'avais vu des avis négatifs. Je l'ai lu et j'en suis hyper agréablement surprise. Pour moi, c'est un très bon roman policier. Et le dénouement, il était à la hauteur, hein. Enfin, il n'était pas à la hauteur d'un Agatha Christie, hein, mais il était très bon, il tient la route, il y a des retournements de situation, voilà, donc je vous le conseille. Et je termine avec Un cœur pour Noël, la romance de l'Avent de Sophie Jomain chez Ozu, qui m'a accompagnée du 1er au 24 décembre. Je l'ai lu en lecture commune avec un certain nombre d'entre vous, et puis en lecture commune privilégiée avec ma fille aînée. Donc tous les soirs, après manger, on se posait dans le canapé et on lisait nos pages de ce calendrier de l'Avent. Le principe de ce calendrier de l'Avent, c'est que, alors la première page, je ne l'ai pas bien découpée, après c'était mieux, c'était beaucoup plus propre. Voilà, c'était très bien. Enfin, je prends le vin, mais j'ai réussi à faire des choses propres dès le chapitre 1. Bon, après, en fait, dès le chapitre 2. Donc le principe, c'est qu'en fait, chaque chapitre était scellé. Alors, scellé, c'est-à-dire que en fait les pages étaient attachées, voilà, et donc il fallait les ouvrir, et toutes les pages, hein. Moi au début je croyais que c'était que la première page et la dernière page du chapitre, et que toutes les pages à l'intérieur n'étaient pas scellées parce qu'elles étaient un peu plus courtes, mais non, toutes les pages en fait étaient scellées, et donc eh bien pour les ouvrir, écoutez, ma technique, c'était une aiguille à tricoter. J'étais en train de tricoter, je prenais mon aiguille, et puis c'était bon, voilà. Donc ça fonctionnait très bien de cette façon-là. C'est un principe que je connaissais déjà de l'année dernière, puisque mes enfants avaient eu des romans de l'Avent de chez Ozu, avec exactement ça, on ouvre un chapitre chaque jour. J'aime beaucoup ce côté en fait, parce que les romans de l'Avent, enfin les calendriers de l'Avent, on connaît les calendriers de l'Avent chocolat, les plus classiques, etc. Et puis ça s'étend, avec des calendriers de l'Avent Lego Playmobil, avec des calendriers de l'Avent de vernis à ongles, de parfumerie, de bière, qu'est-ce qu'on peut avoir comme saucisson, calendrier de l'Avent saucisson, j'ai vu, calendrier de l'Avent thé, j'en ai plein, enfin voilà, c'est très très chouette comme principe, moi j'aime bien, ça permet de fêter, d'être déjà un peu dans l'ambiance cadeau festive dès le 1er décembre, c'est un décompte aussi jusqu'au moment de Noël, donc j'aime vraiment tout ça, c'est ce côté-là. Ce qui me gêne parfois, c'est que les calendriers de l'Avent sont énormes, ont un prix incroyable, et du coup faut quand même que ça reste alors un coût moins important que le total des cadeaux qu'on a par la suite à Noël. Enfin, faut pas que ça vienne gâcher non plus tout. Et c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai beaucoup privilégié les calendriers de l'Avent chaque année. Et à Noël, moins en termes de cadeaux physiques, je parle. Hein, parce que je suis toujours très très gâtée
financièrement parlant, mais en termes de cadeaux physiques le soir de Noël, et ben c'est pas toujours comme l'investissement que j'ai pu mettre dans mes calendriers de l'Avent. Cette année, en termes de calendrier de l'Avent, j'ai été loin puisque j'ai eu un calendrier de l'Avent livresque qui m'a accompagnée tout au long de l'année et j'ai été très gâtée le soir de Noël. Très gâtée, très très gâtée. Et je m'y attendais pas du tout. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de livres, j'ai été très gâtée. Donc toute cette partie calendrier de l'Avent, c'est à la mode et compagnie, c'est très bien. Et je trouve ça très chouette que ce soit aussi décliné en livre avec ce côté rituel de lire son chapitre chaque jour et d'avancer avec les personnages en même temps vers Noël. Voilà, donc ravie que cette année il y ait un livre pour young adulte, même si je ne suis pas une young adulte, je me suis dit que c'est pas grave, ça me permettait quand même d'en avoir un parce que j'avais trop envie de découvrir ce principe-là. En plus, Romance de l'Avent de Sophie Jomain, qui est une autrice que je connais, qui a écrit plusieurs romans chez Charleston, elle a écrit beaucoup d'autres choses aussi, et puis bah, au niveau comédie romantique de Noël, elle en a écrit qui sont vraiment très très chouettes. Donc j'avais vraiment hâte de découvrir ce qu'elle avait écrit, surtout qu'avec Sophie Jomain, il y a toujours une dimension au-delà, il y a toujours une dimension qui n'est pas toujours évidente, des sujets importants, et donc voilà, ça m'intéressait de découvrir ça. Et en effet, on suit Avril, Avril qui a 18 ans et qui est née, alors si je vous lis la quatrième, elle est née avec un cœur défaillant qui aurait pu la tuer, et elle a été transplantée. Voilà. Et sa vie en est complètement chamboulée. Ses parents ont divorcé, elle vit chez sa mère a peur de tout, elle a peur de perdre sa fille, du coup sa fille ne fait pas grand chose, elle fait attention à ce qu'elle mange, elle ne sort quasiment pas, elle fait le minimum de sport qu'il faut pour être en bonne santé, et du coup il faut en faire pour être en bonne santé, je retiens moi-même ce conseil. Être dans son canapé à lire et tricoter n'est pas du sport malheureusement. Et donc elle fait ce qu'il faut pour être en bonne santé, pour que son corps fonctionne bien, mais il faut pas qu'elle aille au-delà parce que là pour le coup, si elle franchit une barrière, bah, ça n'ira plus. Donc voilà, elle vit dans un petit cocon très protégé, et puis en fait elle part chez son père dans les Alpes, et son père il fait un peu moins attention, et puis elle revoit des copains, etc. Et elle va se mettre un petit peu en danger parce qu'elle a besoin de sortir aussi. Et voilà, c'est des situations qui sont vraiment compliquées. Donc sur le principe et tout, j'aime bien, j'ai bien aimé le fait de, comme je vous dis, de suivre nos personnages chaque jour vers Noël. Il y a des petites choses qui m'ont manqué. L'ambiance de Noël, bah, j'aurais bien aimé qu'il y en ait plus que ça. On aurait pu un petit peu l'oublier. Il y a quelques chapitres, oui, sur la fin on y est, mais voilà. Donc ça c'était un petit peu dommage. Et puis moi je suis pas habituée aux young adultes, hein. Je suis vraiment pas habituée à ça. Et en fait, Avril, elle a 18 ans et j'ai eu du mal à me plonger dans... Enfin, à garder ça en tête. C'est-à-dire que quand je lisais le livre, j'avais l'impression qu'elle était plus jeune, presque de 2-3 ans en fait. Alors après, chacun avait une vie différente à 18 ans. Enfin, quand je pense la vie que j'avais, c'est clair qu'il y a un sacré décalage avec la vie d'Avril. Pourtant, j'étais étudiante, hein, donc je me dis, des gens qui sont rentrés dans la vie active très tôt, le décalage il est encore plus grand parce que voilà, il y en a qui gèrent déjà des choses à cet âge-là, mais bon. Donc il y a ce petit côté qui me faisait bizarre. Après, si je me dis que Avril elle a pas 18 ans mais qu'elle est plus jeune, l'histoire passe totalement. Ma grande, elle était un peu agacée par les parents parce que voilà, elle se mettait vraiment à la place d'Avril, et la mère, mais ça fait partie de l'histoire justement, enfin c'est ça. Et alors moi en tant que maman, il y a des choses je comprends en fait, je comprends la mère d'Avril, et en même temps on suit Avril, et donc on voit les conséquences que ça a d'avoir une maman qui réagit tout le temps comme ça. Voilà, bon ça c'est autre chose, c'est pas des... Enfin ça fait partie de l'histoire quoi, et c'est des questions qui sont intéressantes en fait à se poser. Donc voilà, c'était agréable, c'était prenant. Il y a certains chapitres, à la fin, c'était difficile d'attendre le jour suivant. Là où c'est pas évident, c'est que de mon côté, je lis beaucoup, je lis globalement vite, enfin vite.
pas tant que ça non plus. Enfin, quand je dis le nombre de pages que je lis, quand je dis ça, les réactions sont parfois... Enfin, pour certains c'est beaucoup, pour d'autres pas tant que ça, mais après j'arrive à me dégager de bonnes plages de lecture. Ça me dérange pas d'enchaîner des heures de lecture. Et donc, bah, un livre comme ça, si j'avais pas dû attendre chaque jour, j'aurais pu le lire en un après-midi et une soirée. Euh, et donc je suis pas habituée à lire un chapitre, à poser mon livre, à reprendre le livre le lendemain, à lire un chapitre. Ça, c'est difficile. C'est difficile. C'est pas forcément une impatience. Alors, pour certains chapitres, si, il y a une impatience, mais c'est pas ça. C'est que, en fait, quand je suis dans l'histoire, je me plonge totalement dans l'histoire. Je suis totalement dans l'histoire et après, voilà. Et quelque part, le fait d'avoir de longues plages de lecture et de lire autant que ce que je peux lire, moi, j'ai lu 300 livres l'année dernière, en comptant les livres audio. J'ai dû lire peut-être en moyenne 3-4 livres audio par mois. Et en fait, quand je suis dans mon livre, alors en l'occurrence papier, que j'enchaîne, enfin voilà, dès que j'ai fini un livre papier, je commence un autre, etc. C'est que du coup, je suis totalement dans mon livre, je suis totalement dedans. Et donc, je n'ai pas ce travail à chaque fois de ressortir de l'histoire, de re-rentrer dedans avec un temps d'adaptation, de re-rentrer dans l'histoire, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu le livre. Voilà. Non, comme je lis en un laps de temps très court, eh bien j'ai pas ces pertes de temps, entre guillemets, de se replonger dans l'histoire, etc. Et là, bah, j'ai un peu ressenti ce truc-là. Dire, ah oui, d'accord, on est là. Et en fait, ça m'a parfois cassé le rythme. C'est le jeu, enfin, c'est le jeu. Et si demain on nous dit, voilà, au mois de décembre, Ozu va sortir 50 livres adultes en roman de l'Avent et tout, mais je fonce, quoi, je fonce. J'en prendrai plusieurs, et voilà, enfin. Mais, parce que j'adore ce principe. Mais en même temps, l'inconvénient du principe, c'est que c'est pas mon rythme de lecture habituel. Et donc, je vais me confronter à des choses que je ne sais pas gérer. Le fait de se replonger à chaque fois, de se dire ah oui bah, j'ai mon chapitre à lire, il y a moins d'impatience, oh, je sais pas, c'est particulier, voilà, c'est particulier, mais c'est très bien, comme je vous dis, je re-signerai sans souci. J'espère d'ailleurs qu'il y en aura beaucoup qui sortiront l'année prochaine. Là on est sur du young adulte, ce serait bien d'avoir livre adulte, parce qu'on le sent quand même le côté young adulte, donc voilà, j'espère qu'il y aura autre chose. Voilà. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo et tout. Je vous remercie énormément pour votre présence ces dernières semaines sur ma chaîne. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça a été assez dingue ce qui s'est passé sur cette chaîne. Donc merci, merci, merci. Il y aura toujours du contenu, on redémarre, on repart avec des podcasts de lecture, avec des petites vidéos dédiées aussi. Il y aura des vlogs qui vont revenir, alors peut-être pas tout de suite, mais ça va revenir. Donc voilà, cette chaîne continuera d'être alimentée, mais je vous remercie sur cette fin d'année 2023 et début d'année 2024, parce que je n'avais jamais vu ça et ma chaîne a bientôt 7 ans. Voilà, donc c'était assez fou. Je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve très très vite. À bientôt.